Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'inaugurer notre cycle de webinaires Archipelagos, l'archipel littéraire européen, aujourd'hui. Ce webinaire organisé en partenariat avec Atlas et avec l'Agence régionale du livre PACA. Il se compose de ce webinaire introductif, lequel sera suivi de 7 autres webinaires présentant des littératures peu traduites en France. Le webinaire de ce jour durera environ 1 heure et présentera le projet Archipelagos et les enjeux de la traduction. Alors, je vous invite à poser vos questions par écrit. Ces questions seront centralisées et nous prendrons le temps d'y répondre en fin de présentation. Une rediffusion sera disponible à compter de lundi pour une durée d'1 mois. Nous allons pouvoir maintenant accueillir notre invité, le directeur d'Atlas, Jorn Cambrollin. Bonjour. Bonjour Jorn. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire. Nous sommes ravis de vous recevoir. Et je pense que si ça vous va, on peut entrer immédiatement dans le vif du sujet avec une question double et simple. D'abord, vous présenter votre parcours, vos missions, vos fonctions au sein d'Atlas, et puis nous expliquer quelle est l'activité d'Atlas dans un premier temps. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette invitation, cette présentation et ces premières questions. Donc commençons d'accord par l'aspect biographique. Je suis devenu directeur d'Atlas après un parcours dans le théâtre en tant que comédien d'abord et puis dramaturge, conseiller artistique, directeur d'une école de théâtre à Bordeaux. Et la rencontre avec Atlas s'est faite parallèlement pendant ce parcours. En 1995, en tant que résident, je suis venu ici pour la première fois en tant que résident au Collège international des traducteurs littéraires qui est à Arles. Et puis, plus tard, le poste de direction a été mis au concours en 2008 et j'avais vraiment fortement envie de retrouver ce magnifique lieu que certains qualifient de privilégiature. Et donc, ça fait maintenant, depuis 2009, que j'y travaille, un peu plus de 15 ans. Voilà pour ma personne. Pour ce qui est de l'historique d'Atlas, eh bien, c'est une association qui est portée par des traducteurs pour les traducteurs au départ et qui a été fondée en 1983 et qui a démarré dans la foulée ses activités. Elle a été fondée au départ pour organiser les assises, pour porter ce projet de ce qui était des rencontres professionnelles au début. Et ces rencontres ont évolué ensuite pour aujourd'hui devenir une manifestation littéraire qui est ouverte à tous et à toutes. C'est une manifestation qui accueille schématiquement encore beaucoup de professionnels, un tiers d'entre eux, un tiers de professionnels en formation. Nous sommes en partenariat avec plus d'une dizaine d'universités qui forment des traducteurs littéraires et le troisième tiers étant un public curieux de littérature, y compris des professionnels comme vous. Voilà. Je reviens donc sur l'historique d'Atlas. Oui, maintenant, pour le projet, on peut peut-être rentrer plus dans le détail du projet Archipelagos, si vous voulez bien. Ou vous avez d'autres choses à ajouter, peut-être? J'avais quand même à ajouter que des fonctions principales de l'association, à côté de cette manifestation littéraire, ça a très vite été d'ouvrir un lieu de résidence, comme il n'en existe pas d'autres en France, sur le modèle de ce qui existait en Allemagne à l'époque. Et ce lieu de résidence, c'est donc le Collège des traducteurs littéraires. Ça a une fonction pour les traducteurs qui est équivalente à celle d'une résidence d'écriture pour les écrivains. C'est une fonction à la fois de concentration du travail, mais aussi d'échange pour un métier très solitaire. C'est une sorte d'abbaye de Thélème ici, et on a donc le privilège d'accueillir aujourd'hui à peu près 200 traducteurs par an, ce qui est considérable. Ah oui. Pour une durée moyenne d'1 mois, enfin un peu moins maintenant, puisque la tendance est à l'accélération et au raccourcissement, mais en tout cas, voilà, on accueille beaucoup de traducteurs, et c'est la seule résidence qui accueille des traducteurs de cette dimension en France. Pour en venir à ce qui nous occupe, Archipelagos, comment est ça arrivé? Dans la décennie qui a précédé, la décennie 2010, on a lancé un programme, c'est ce que j'ai proposé en arrivant, un programme pour renouveler les générations de traducteurs littéraires du français dans le monde. Et on a
eu l'appui pour ça de l'État, de l'Institut français, du CNL. Et un des arguments, un des modus operandi particuliers, c'était de dire qu'il n'y avait pas mieux pour former des traducteurs que de les mettre en relation et en contact épaule contre épaule sur un texte avec des traducteurs traduisant dans l'autre sens, que cette configuration de binôme était une configuration vraiment intellectuellement très féconde. Et donc c'est sur ce modèle qu'on a démarré ce qu'on a appelé la fabrique des traducteurs, qui a permis comme ça en une quinzaine d'années de former à peu près 150 traducteurs dans une quinzaine de langues, et ce à travers 25 ateliers, des formats longs. Et on a donc rencontré une nouvelle génération au cours de ces décennies. Et cette nouvelle génération, à un moment donné, on a voulu aller plus loin qu'un stage qui leur permettait de mettre un deuxième pied dans le métier. On s'adressait à un public qui était déjà formé, mais qui n'avait pas vraiment l'insertion professionnelle pour démarrer, pour les aider à passer ce premier cap. Et puis, donc, on leur a proposé, alors à chaque fois, à la fin des ateliers de 10 semaines, comme ça, il y avait des présentations en lecture publique qu'on a appelées entre fraîches. Et parmi eux, parmi ceux qu'on a rencontrés, on s'est dit, on a fait un nouveau programme. C'était une première fois en 2013, et puis après, dans les années 2020, 22, 23, on a lancé ça, qui s'appelait Levée d'encre. Et la façon de procéder, là, c'était de demander à des jeunes traducteurs qu'on avait rencontrés de partir en résidence dans tel ou tel pays de la langue qu'ils traduisent, et de revenir avec une série de propositions, et de travailler en quelque sorte en comité éditorial pour proposer ensuite à la lecture publique ou au podcast une série de textes. C'est une des idées qui a fondé le projet Archipelagos. L'idée de mettre en valeur l'activité de découvreur de textes des traducteurs. C'est une activité qui porte la plupart du temps, enfin, du moins dans les domaines linguistiques qui ne sont pas l'anglais, où les échanges de droits se font à Francfort, ou en tout cas les éditeurs lisent pour la plupart l'anglais. Ils ont une fonction d'apporteur de texte qui est souvent clandestine et non rémunérée. C'est cette idée-là de sortir cette activité de l'invisibilité qui nous a guidés, et une deuxième idée qui était de faire la promotion du plurilinguisme, d'œuvrer pour la diversité linguistique et en donnant une visibilité aux ouvrages traduits d'autres langues que l'anglais. Et rapprocher ces deux idées-là, ça a été l'objet d'Archipelagos. Alors comment on s'y est pris? Eh bien, pour ça, je vais vous demander, donc, Lauriane, de bien vouloir commencer à diffuser le petit PowerPoint que j'ai préparé. Alors, bon, là, voilà, Archipelagos, on a choisi un logo, et la page suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc le propos, le sous-titre, puisqu'on a préposé le programme en anglais, le sous-titre c'était Raising the Unseen Stories. On s'est ingénié à traduire avec beaucoup de liberté dans les différentes langues du projet, ce qui a donné en français faire émerger d'autres voix. Voilà, les voix, c'était pas des histoires invisibles qu'on voulait faire émerger, mais des histoires non vues, ce qui ne collait pas trop pour un titre, donc on a cherché un petit peu à côté, des histoires non lues surtout. Donc Archipelagos, le propos, je vous l'ai dit, c'est de viser à mettre au jour la diversité linguistique de la littérature européenne, en s'appuyant sur l'expertise des traducteurs littéraires, et en renforçant celle des autres professionnels du livre, libraires, bibliothécaires, éditeurs, sur ces littératures dites pudiquement de moindre diffusion. Et alors c'est un projet triennal qui a été lancé tout à la fin de 2023, mais qui a commencé concrètement en 2024. Donc, ça porte sur les années 2024, 25, 26. Ça réunit 11 partenaires autour d'Atlas, donc nous sommes 12 au total, et un projet bien sûr soutenu par le programme Eurocréative de l'Union européenne, projet dit de moyenne échelle. Est-ce que je peux avoir le slide suivant? Il arrive. Mais voilà. Archipelagos, donc, ça s'adresse à la fois aux traducteurs littéraires, je l'ai dit. Alors, comment on les soutient? D'une part, en augmentant les circulations des textes, en leur permettant d'aller faire des résidences un peu partout en Europe et à l'extérieur de l'Europe, puisque des langues partenaires qui sont éligibles à Eurocréative, comme l'arabe par exemple, donc tout à fait susceptibles d'aller faire une recherche au Maghreb ou au Machrek, parce que la Tunisie fait partie
de pays d'Europe créative, et dès lors l'arabe est éligible. On a donc proposé plus de 270 semaines de résidence et une dizaine d'ateliers pour permettre aux traducteurs aussi d'échanger entre pairs, à la fois de confronter les fruits de leur collecte, mais aussi des ateliers où ils travaillent non pas avec une même langue cible, mais avec une même langue source, des ateliers qui réunissent par exemple des traducteurs de l'arabe venus de toute l'Europe et qui échangent sur la façon dont ils pourront accéder au texte, ce qui dans ce cas particulier-là est tout à fait problématique. Puisqu'il n'y a pas de registre commun à tous les pays dans l'arabe. Ensuite, un deuxième public qui est concerné, et c'est vous, ce sont les bibliothécaires et les libraires, et les éditeurs aussi, à qui on propose divers formats de rencontres. Alors, il y a des formats qui s'adressent, comme cette série de webinaires, directement aux libraires et aux bibliothécaires, qui vont parler plutôt des livres qui sont déjà édités, et d'autres formats, des voyages pour les éditeurs, par exemple, une invitation à venir en Bulgarie pour les éditeurs de toute l'Europe, etc., qui s'adressent plutôt aux éditeurs, c'est-à-dire pour présenter des textes à traduire et qui ne sont pas encore disponibles pour le lectorat dans la langue cible. Voilà. Et par ailleurs, le projet s'adresse également au grand public. Il y a de nombreux événements qui sont accessibles. Il y aura une fenêtre pour Archipelagos au cours des Assises de la traduction littéraire cette année, l'an d'après et en 26. Mais de même, il vient d'y avoir, il y a une semaine, un festival autour de la littérature ukrainienne à Berlin. Il y aura d'autres choses à Sofia, à Prague. Voilà. On est soucieux aussi de donner une visibilité auprès du public curieux de littérature étrangère à ce projet. Alors, les différents partenaires, voilà, on peut commencer là, c'est une petite carte nocturne de l'Europe. Donc, on voit ici à Arles, tout en bas. Slide suivant, on voit les partenaires qui participent au budget. Oui, c'est le slide suivant, voilà. Voilà, ils apparaissent. Donc, vous voyez, c'est assez étendu géographiquement, une assez forte présence de l'Europe centrale et orientale. Et puis, le slide suivant, on va voir les partenaires aussi qui sont comme l'école de la librairie, les partenaires qui nous apportent leur concours sans participer au budget, mais qui nous offrent leur force de travail pour diffuser cette idée et ce projet. Et on les en remercie beaucoup. Voilà. Et donc là, vous voyez en France, il y a l'école de la librairie et puis l'Agence régionale du livre qui participe également à l'organisation de ces webinaires. Alors, les événements dont j'ai parlé un petit peu, on peut avoir le slide suivant. Rentrons dans le détail de ce cycle, si vous voulez bien, oui. Ce cycle qui s'annonce. Donc, on a prévu un calendrier que vous voyez ici. Vous pouvez noter également sur le slide suivant les dates. Enfin, je pense que de toute façon, vous aurez tout ce qu'il faut comme documentation. Et ce cycle se conclura par l'université d'été proposée par l'école de la librairie, qui sera donc cette année consacrée aux littératures étrangères. Et voilà les noms des différents intervenants que vous allez pouvoir, non, précédent, merci. Voilà. Qui les différents intervenants que je vais détailler. Donc, alors, le 3 octobre, on commencera par la littérature lituanienne, peut-être l'une des plus discrètes sur le marché du livre français. On commencera parce que ça s'inscrit aussi comme ça dans la saison culturelle France-Lituanie, qui est une saison portée notamment par l'Institut culturel lituanien, mais également l'Institut français, saison croisée, et on accueillera à cette occasion Miglé Ushkinte, qui est traductrice et qui est coordonnatrice de cette saison culturelle, et à ce titre, bien sûr, très, très au courant de ce qui est disponible en langue française de la littérature lituanienne. Le 5 décembre, nous continuerons autour des littératures arabes. Là aussi, il y a une conjonction de calendrier qui est assez heureuse. Pour la deuxième année consécutive, on aura le festival Adab qui va avoir lieu à la Maison de la Poésie. Adab veut dire littérature, je crois, en arabe. Et ce festival
donnera l'occasion de présenter quelques-uns des titres qui auront été repérés au cours des explorations qui ont été menées. Pour parler dans ce timing des littératures arabes, je précise bien que c'est au pluriel, Xavier Buffin, qui est auteur et traducteur et professeur de littérature arabe à l'Université libre de Bruxelles, membre du CA d'Atlas par ailleurs. Xavier Buffin est un traducteur de l'arabe qui est spécialisé autour du Soudan, de la Corne de l'Afrique, et voilà, qui a exploré vraiment en aventurier ces littératures assez peu diffusées. Un des auteurs qui traduit notamment, c'est peut-être que vous connaissez, c'est Abdelaziz Baraka Sakin, qui a écrit les Django et d'autres merveilles. Voilà, Xavier Buffin a participé à ces échanges qu'on a eu déjà avec d'autres traducteurs européens de l'arabe, et il a donc une vision assez transversale et il sera passionnant à écouter à ce sujet. Donc je vous encourage vraiment à venir l'écouter. Parce que c'est vrai que dans le domaine arabe, on a des gens qui... C'est très difficile de tout couvrir. Donc, étendu complexe. Voilà. Donc on a des gens qui connaissent beaucoup mieux la littérature égyptienne, comme Richard Jacquemont. On a des gens qui connaissent plus la littérature levantine, d'autres qui commencent à aussi s'intéresser à ce qui se passe dans le Golfe ou des mers. Et puis il y a ceux qui s'intéressent au Maghreb. Enfin, on a découvert en creusant le sujet que c'était encore beaucoup plus étendu que ça, qu'il y a une littérature écrite en langue arabe au Sénégal, qu'il y a des tas de domaines qui sont encore à défricher. Voilà. En janvier, nous inviterons Irina Dmitrichine, qui est présidente de l'Institut ukrainien de Paris, qui vient d'ouvrir il y a quelques mois, je crois, ou il y a moins d'un an en tout cas, qui est historienne, traductrice et maîtresse de conférences à l'UNESCO. Donc elle est évidemment très au courant de ce qui s'est publié, en particulier ces dernières années. C'est très récent, hein, là, il y a une sorte de rattrapage depuis les événements tragiques qui ont eu lieu en Ukraine, de rattrapage qui est militant au bon sens du terme, pour connaître la littérature ukrainienne écrite en ukrainien aussi, qui a été tout simplement dans une situation coloniale d'invisibilisation. Et donc elle saura nous parler de ça. En février, nous accueillons Marie-Verina Nikolov, qui est aussi à l'UNESCO, qui est traductrice et qui est couverte de prix, j'en ai mentionné quelques-uns ici. C'est vraiment quelqu'un qui a fait énormément pour la littérature bulgare. Elle a traduit de très très grands auteurs bulgares qui ont connu avec des fortunes diverses en France, mais enfin je peux citer Gastavrinov, ou en citer d'autres qui sont quand même relativement repérés maintenant. Et voilà, c'est elle qui a fait vraiment ce travail d'ouverture, disons, du domaine. Ils sont quelques-uns maintenant, mais voilà, elle a fait figure de précurseur. Et on lui doit beaucoup de connaissances de ce qui existe en littérature bulgare, qui est une littérature très intéressante. Ensuite, on s'intéressera en mars à la littérature polonaise. Pour ça, on a fait appel à Anna Gieros-Miłosz, qui est non seulement traductrice, qu'on a rencontrée ici à Atlas, mais qui est ancienne directrice de l'Institut polonais à Paris et qui, à ce titre, a beaucoup travaillé, œuvré à la diffusion de la littérature contemporaine polonaise. Et voilà, par ailleurs, elle a testé notre dispositif de l'intérieur, puisqu'elle a été une de nos premières boursières pour Archipelagos en faisant une résidence d'exploration à Paris au moment du salon du livre. Et ensuite, on s'intéressera à la littérature catalane. Pour ça, on s'est adressé à notre partenaire du consortium, qui est donc l'Institut Ramon Llull, qui nous a conseillé de travailler avec Maria Patricia Olivero, qui est maîtresse de conférences à Toulouse, et qui a participé à un projet de l'UNESCO autour de Barcelone Ville littéraire, qui a aussi, elle, cette vision panoramique et qui saura nous parler des productions catalanes récentes et de faire un panorama des 10 dernières années qui sera intéressant. Pour conclure, au mois de juin,
et puis après je vais boire un verre d'eau. La littérature tchèque qui sera présentée par Sarah Vivianova. Sarah fait partie aussi du projet Archipelagos. Elle est coordinatrice de la coopération internationale pour Tchèque, qui est, on va dire, l'équivalent du CNL en République tchèque, et qui a un département pour le français, dont s'occupe Sarah, qui est éditrice, qui est journaliste, qui traduit du français, et qui, au titre de son travail pour Tchèque, est également responsable de l'export de la littérature tchèque, et qui donc saura vous faire un panorama. Elle a une particularité, c'est qu'elle elle traduit du français vers le tchèque. C'est intéressant. Oui, à titre personnel, elle traduit dans l'autre sens, mais connaît par ailleurs à peu près. Ce qui nous permettra aussi peut-être de parler aussi tout à l'heure, j'anticipe un peu, sur le travail du traducteur ou de la traductrice. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'université d'été? Voilà. Et vous prenez le temps de voir, Voilà. Ouais. Alors, l'université d'été, bon, c'est un pré-programme pour l'instant qui ne donne aucun nom, mais voilà, qui a été préparé par l'école de la librairie en conversation avec nous et avec l'agence Libre. C'est un programme, voilà, Jean-Christophe, je ne sais pas si vous pouvez déjà dire des noms, si vous avez des confirmations, mais qui est tout à fait passionnant, et vous pouvez voir le site détail. Sur les noms, on va rester prudent, parce qu'il faut quand même qu'on ait... C'est vrai que on sait que ce type d'organisation, pour dans un an, on sait, dans ce genre de projet, il faut s'y prendre maintenant. Nous avons déjà des inscrits et des inscrites, ce qui est assez étonnant. Sur les noms, on préfère être prudent parce qu'on attend bien sûr les confirmations. On n'a pas forcément annoncé à tout le monde sur les sollicitations. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va... on voit le sujet ici, hein, c'est qu'on va avoir la présentation du projet Archipelagos, qui aura continué évidemment hein, pendant toute l'année. Les enjeux de la traduction, ça va être des tables rondes, en fait, des discussions autour bien sûr des professionnels traducteurs et traductrices, éditeurs et éditrices, et professionnels du livre, de la chaîne du livre, et peut-être institutionnels, on verra. Donc voilà, donc il y aura des rencontres et des tables rondes. C'est un principe d'université d'été. Pour ceux qui auront participé dans le public, peut-être à l'université d'été qu'on avait fait pour les sens du même, avec d'engagement de notre part. Et j'ai l'impression qu'il y a entre 25 et 30 invités au moins. C'est pressenti, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais, voilà. Mais laissons un peu. Non, c'est parce qu'on veut. Encore une fois, on ne peut pas déflorer. On attend les confirmations. Mais en tout cas, on est déjà dedans et encore une fois, on a déjà des inscrits, donc ce qui nous laisse présager. On est content de s'associer avec vous, avec Atlas, effectivement. C'est juste save the date. Et avec la RL TACAN, bien sûr. Est-ce qu'on voulait continuer? Oui. Alors oui. Oui, dire aussi que dans les autres choses qu'on va produire, on va produire une série de podcasts qui seront enregistrés avec des traducteurs explorateurs. Ça s'adressera en particulier aux éditeurs, puisque c'est eux qui seront plus sensibles à ces textes à publier. Il y aura, je l'ai évoqué, des voyages d'études pour eux, un festival autour de la littérature ukrainienne à Berlin qui a déjà eu lieu, le même type de séminaire qui s'adresse dont on vient de parler, que ce qu'on organise pour les libraires, les bibliothécaires en France, va être organisé également en Espagne, et également quelque chose à l'attention des libraires allemands dans le cadre, à Francfort, pas au moment de la Foire du livre, on est dans un autre moment. En tout cas, on aura donc l'équivalent en Espagne et en Allemagne, donc dans les plus grands marchés européens, faisant partie du projet. Et alors, et à l'attention des éditeurs et du grand public, je l'ai mentionné déjà tout à l'heure, dans les assises de la traduction, ADAB, une manifestation qui s'appelle le traducteur de vers, qu'on fait à Sofia, en Bulgarie. C'est un traducteur qui est en train de traduire en direct et ses hésitations, ses corrections, etc. sont projetées sur grand écran, donc on voit, et donc c'est une traduction réalisée en direct et commentée en direct. Et puis, voilà, à la Foire du livre de Bruxelles, bon ça c'est la promotion du projet, c'est bien intéressant. On peut enchaîner. Voilà, simplement un petit lien si vous voulez aller voir le site d'Archipelagos. Donc c'est -lenu.org et il y a un QR code qui vous permet directement d'y accéder. Voilà.
Oui, mais c'était important. C'est important qu'on pose des briques, le socle de cette discussion d'une année, quoi, effectivement. Si vous voulez bien, Jörn, je pourrais vous poser une ou deux questions encore sur les enjeux de la traduction et peut-être préciser. Vous avez employé des mots atelier tout à l'heure pour le travail en groupe. Vous avez employé un mot qui vient de l'archéologie, sauf erreur de ma part, la mise au jour, le côté explorateur. Donc, le traducteur, bien sûr, c'est un métier technique, mais il y a tous ces aspects aussi j'en oublie un aussi à la fois de défricheur, mais aussi de transmission des textes. Donc, comment on peut définir le travail du traducteur ou de la traductrice? Vous avez prononcé le mot technique, et justement, j'ai constaté au fil des ans que j'ai passé à travailler ici, à vulgariser aussi le travail du traducteur, qu'il y a une vraie fascination chez un bon nombre de lecteurs qui comprennent intuitivement qu'il ne s'agit pas simplement d'une opération technique, il s'agit d'autre chose. Et alors, il y a aussi quelque chose qui s'est passé avec ces 15 ans, c'est que j'ai été amené à me lasser de mon propre discours sur la traduction, forcément, parce qu'on tourne autour des mêmes notions. Alors, je me suis dit, comment aujourd'hui je vais faire pour ne pas rabâcher les clichés. C'est peut-être que le mieux, c'est de commencer par rappeler les clichés et pour mieux les dépasser. Voilà. Alors, on parle souvent, et il y a un terme qui a été employé par Antoine Berman, de la position ancillaire du traducteur. Pour reprendre un de ces mots, c'est un des théoriciens majeurs de la traduction au XXe siècle, et qui dit qu'en gros, en quelque sorte, cette position ancillaire, c'est comme une assignation à une fonction de service. C'est comme si le traducteur ou la traductrice serait un serviteur ou une servante, tout en effacement au service du texte. Et cette position, elle est revendiquée par certains, elle est rejetée par d'autres. Mais donc voilà, le débat s'est pas mal articulé autour de ça. Et puis, alors il y a une platitude assez communément répandue aussi, c'est d'appeler le traducteur un passeur. Alors, il y a cette métaphore-là elle reprend l'idée de cette neutralité technique, quelqu'un qui passe le plat, mais sans les assaisonner, surtout. Et si par hasard il s'y risque à les assaisonner, alors il devient le fameux traduttore et traducteur. Voilà, autre cliché, fortement décrié, mais néanmoins vivace dans quelques esprits. Et alors, ce jeu de mots facile, ça fait du traducteur le coupable idéal, bien sûr, mais ceux qui le manient sont souvent les mêmes qui déplorent et qui sacralisent les fameux intraduisibles. Enfin, si c'est une chose, on entend souvent dire, mais de toute façon, traduire, c'est impossible, traduire Shakespeare, c'est impossible. Parce que faire briller dans une autre langue l'alliage unique entre le sens et le son qui est formé par le grand poète, ça paraît une tâche vaine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut renoncer à la littérature étrangère ou se donner comme devoir moral quand même de traduire? Il y a tout un discours comme ça sur la transparence du traducteur, un discours plutôt obsolète, mais qui résiste encore, qu'on entend notamment... on entend à travers un indice, quand on dit par exemple une note de traducteur, c'est un aveu de défaite. C'est quelque chose qui, voilà, c'est un pis-aller. Qui peut venir sur une note d'humour, par exemple, qui fait être, ça peut être un... Voilà. Les fameux mots intraduisibles des éditions de Dostoïevski dans les années 50. Donc alors, ça peut être, on peut être passeur de plat, mais aussi être passeur décisif. Pardon pour reprendre. Oui. Et voilà. Et sur la notion, peut-être aussi, peut-être que j'emploie des clichés. Vous allez me reprendre, mais peut-être que c'est aussi un interprète, au sens l'interprète d'une musique classique, d'un morceau du patrimoine. Ah bon, mais ça c'est une métaphore qu'on en fait très volontiers. On compare régulièrement le métier de traducteur, effectivement, à celui du musicien, de comédien qui a un rôle d'exégète du texte, etc. Non, c'est une chose qui n'est pas du tout là à rejeter, ou bien au contraire. Pour continuer avec l'histoire de la servitude, il y a un terme employé par Franz Rosenzweig, un grand penseur du début du siècle du XXe, qui dit traduire ses servir deux maîtres, l'auteur et le lecteur. Et ça, bon, avec lui, il y a des théoriciens qui commencent à assumer l'écart.
et Umberto Eco qui dit presque la même chose. C'est un entre-deux qui est revendiqué, qui finalement aboutit à faire de la traduction une question philosophique, qui est emblématique de la rencontre de l'autre, et à laquelle on réfléchit beaucoup de penseurs, hein, comme Walter Benjamin, bien sûr, mais aussi Derrida, Barbara Cassin, Hans Wiesmann, plein de gens. Derrida, par exemple, tout en reconnaissant que c'est impossible de traduire, il en fait une sorte de nécessité, d'exigence morale. Pour lui, il faut traduire parce qu'il faut donner du sens. Et là, c'est une autre articulation sur laquelle je veux insister, c'est entre le son et le sens. C'est une polarité qui arrive très vite. Il y a ceux qui disent, du côté des poètes, en gros, que traduire, quoi. Si on renonce au son et au rythme, il n'y a plus rien. Et alors, les débats sont infinis, mais si on rembobine ce film dans le temps, là, on peut remonter au dialogue de Platon qui est Cratyle, qui est un échange sur la rectitude des noms, et où on met aux prises deux points de vue, celui qui fait du nom une pure convention, et celui qui confère une sorte de pouvoir intrinsèque et universel d'évocation du réel. Il y a quelqu'un qui vient nous parler de ça, qui a fait l'adaptation du pratique qu'on va lire aux assises de la traduction. C'est Dieter Hornig qui a enseigné la traduction à Paris 8 longtemps. Et donc lui, il dit que la plupart des traducteurs ont rallié. Alors, le pratique, je rappelle, il y a un débat entre Hermogène, qui est tenant des modernes, en gros, c'est-à-dire qu'il dit donc il faut traduire le sens, et Cratyle, qui lui dit mais non, pas du tout, la valeur intrinsèque des mots, elle est dans leur son, etc. Ou un peu dans les couleurs pour Rimbaud, quand il y avait, c'est un rapprochement, voilà, le A jaune. Voilà. Et donc, alors Dieter, il prend cet exemple où il dit qu'en gros, on a radié le camp d'Hermogène aujourd'hui, mais qu'on n'en a pas fini avec Cratyle, c'est pas complètement réglé cette affaire. Il prend l'exemple d'un linguiste qui s'appelle Ernst Gombrich qui dit, bon, supposons qu'on ait deux termes pour désigner l'ensemble de la réalité. Ces deux termes, c'est ping et pong. Bon. Alors, on a pour désigner par exemple un chat et un éléphant, lequel serait ping et lequel serait pong. Et il dit, je crois que la réponse est claire. Et effectivement, moi j'ai posé la question à ma fille de 5 ans et ça marche pas. Éléphant et pong, il n'y a pas trop de doute. Et il continue en disant, si nous voulions nommer une soupe chaude et une crème glacée, et là il dit, bon, pour moi, au moins la soupe serait pong et la glace ping. Voilà. Et donc il y a cette histoire de la langue adamique, finalement, de la langue qui est à la source de toutes les langues et qui serait comprise d'une façon universelle. Donc là, ça donne une des polarités qui est très très bien décrite par José Camoun dans son ouvrage. Je voulais en parler parce que on en parlera peut-être tout à l'heure sur la visibilité des traducteurs et traductrices aujourd'hui. Je pense qu'elle pour un autre tour, mais et effectivement le bouquin de José Camoun qui vient de paraître, le dictionnaire amoureux de la traduction, je pense fait le tour de tous les la situation de façon extraordinaire. Mais peut-être revenons sur ces histoires effectivement de problèmes de traduction, peut-être vous avez encore des choses à ajouter là-dessus, Jörn, ou on lance le débat comme ça, quoi. Oui, je pourrais dire. Oui, si. Je pourrais dire qu'après toutes ces définitions, serviteur, passeur, traître, papy dans l'ombre, tout ça, je voudrais aussi rajouter un mot. Et que fait exactement un traducteur? Pour moi, il procède à une lecture lente, une lecture méticuleuse, au ras du texte, d'un texte qui est écrit dans un système de coordonnées singuliers, qui prie entre une syntaxe et un vocabulaire, et qui c'est non seulement une langue étrangère, mais c'est une langue dans la langue, et voilà, il tente de restituer ça dans un autre système de coordonnées avec une syntaxe et avec une syntaxe et un autre vocabulaire. Et donc il y a des moments évidemment où ça ne se reproduit pas, et cette lecture lente, elle entre en collision avec l'accélération de l'époque. Je ne vais pas citer Arcund-Rosa, mais il y a une évidence qui est d'autant plus creusée à l'heure de l'intelligence artificielle que ce qu'on nous annonce comme avenir, que cette lecture lente devient, je crois, extrêmement précieuse. Et elle concerne
bien au-delà des seuls traducteurs et lecteurs, elle concerne d'une certaine façon l'ensemble de la société. Parce que c'est un espace de pensée qui est préservé là. Ça m'amène à une autre question, peut-être qu'on n'aura pas toutes les réponses tout de suite, mais un traducteur vivant aujourd'hui qui traduit un texte contemporain d'aujourd'hui, on voit à peu près ce qui se passe. C'est à peu près le travail actuel là, de votre projet, mais souvent la question qui se pose, et en librairie, et nous à l'école, c'est pourquoi retraduire? Alors moi j'ai quelques idées, mais pourquoi retraduire? On parlait de Dostoïevski, on parlait de Shakespeare, qui sont traduits constamment, retraduits constamment. Avec des débats, tiens, citons, pardon, je finis juste, le Orwell traduit par José Camoun, ça a donné un débat. Oui. Mais je rappelle que le choix qu'elle a fait, le choix grammatical, c'est de traduire le précédent par le présent. Et, déjà, oui. Donc, elle a beaucoup justifié ça et de façon très, très intéressante. Ensuite, pourquoi retraduire? Si c'est Shakespeare, le spectateur de Shakespeare, quand il voit Shakespeare, il est celui de la Renaissance, il est face à un texte contemporain. Donc le traducteur aujourd'hui, il a le choix. Soit il traduit pour placer le spectateur dans la position du spectateur de l'époque, c'est-à-dire de traduire Shakespeare comme notre contemporain, un essai fameux là-dessus, de Lecoq, ou alors il fait le choix de placer le spectateur dans la distance historique qui nous sépare et de le placer finalement à la place du spectateur anglais d'aujourd'hui, pour qui c'est une langue quasiment étrangère. On a d'une certaine façon, pour avoir accès à Shakespeare, un grand avantage sur les Anglais. Mais oui, parce que c'est beaucoup plus immédiat. Et du coup, à la réception, et voilà, il y a des choix qui sont vraiment à faire et à refaire. Les traductions du temps de la traduction de Voltaire. C'est Voltaire, hein, la première traduction, hein, c'est Voltaire qui l'a la première. Oui, c'est ça. France, beaucoup plus tard, 100 ans après. Je pense que c'est l'être ou le néant, il faut choisir. Oui, c'est ça. C'est ça, sa version absolue. Donc il y a effectivement des philosophies de la traduction qui accompagnent les philosophies du langage, qui ont énormément évolué au cours des âges. Avant Antoine Berman, en gros, et avant le recours à une poétique qui est aussi hérité d'autres traditions, par exemple la tradition allemande, on avait tendance à penser qu'il fallait que les textes d'origine étrangère se plient au génie propre de la langue française, qui était quand même, faut bien dire, un peu supérieur aux autres. Et en tout cas, à penser pour le lecteur avant tout. Et il est venu plus tard l'idée qu'on pouvait enrichir la langue de ses apports exogènes en important des choses qui pouvaient, entre guillemets, sentir la traduction, mais qui pouvaient, de ce fait, enrichir notre langue française. C'est notamment venu à travers l'influence allemande et l'influence de Goethe qui défend ce point de vue-là, et dont l'allemand étant une langue fondée sur la traduction. Donc c'est normal que le chemin philologique ne soit pas le même. Il y a une question là, qui vient d'être posée, il faut la poser parce qu'elle va arriver, elle va courir pendant toute l'année. Juste avant de la poser, elle est abordée de façon, j'invite la personne qui l'a posée à aller lire, on parlait de José Camoun dans son dictionnaire amoureux de la traduction, elle l'aborde de façon extrêmement claire et pertinente, on va dire, c'est la question de l'intelligence artificielle dans la traduction. En fait, la question, je la repose, hein, je la lis, je suis fidèle à la question. Est-ce que l'intelligence artificielle met en danger le traducteur ou la traductrice? À d'un point de vue économique, absolument. Absolument, parce que c'est un métier d'une grande précarité qui a la vertu, ici et maintenant, d'être un métier, mais ça n'a pas toujours été le cas, ça ne l'est pas partout, ça dépend des époques, etc. Mais en tout cas, c'est un métier dont les gens vivent et ces revenus sont
tout à fait menacé parce que l'idée progresse que le métier de traducteur pourrait ou devrait évoluer vers un métier de so-called post-édition, ce qui est une façon un terme repris de l'anglais qui voudrait dire que le traducteur passe en second rideau après une première sortie machine, et ce qui est un métier très différent, cognitivement infaisable. On ne peut pas travailler à partir de trianguler comme ça à partir de 2 textes sources différents, c'est épuisant. Métier extrêmement frustrant parce que les intelligences artificielles fonctionnent comme des boîtes noires. On ne peut pas acquérir une compétence dans le type d'erreur qu'elles font, puisque c'est uniquement statistique. Donc, il n'y a pas de logique. Et il y a ce qu'on appelle des hallucinations de la machine, c'est-à-dire des choses, des phrases qui sont inventées, qui sont ajoutées. Ce sont des effets qui sont tout à fait prouvés. Bon, donc, ça veut dire qu'il faut constamment avoir l'œil et sur les textes sources et sur la sortie machine. Et ce travail-là ne fait pas gagner de temps, donc c'est une illusion. Mais il a déjà acquis droit de cité dans tout un tas de domaines de la traduction pragmatique qui ne sont pas des domaines de la traduction littéraire. Et les propositions de post-édition en traduction littéraire arrivent sur le marché avec une bonne dose d'illusion, bien sûr, et ceux qui se servent, qui font ces propositions et ceux qui les acceptent s'illusionnent sur le gain de productivité qu'il pourrait y avoir. Mais bon, les traducteurs de la SFP, qui sont venus témoigner ça aux assises de la traduction il y a 2 ans, nous disent bien que les tarifs en post-édition, en traduction technique, ont été divisés par 2. Voilà. Donc c'est effectivement un métier de la chaîne du livre qui risque d'être extrêmement fragilisé si le pillage organisé par les grands groupes, les GAFAM, se perpétue et n'est pas régulé par la puissance publique. C'est-à-dire qu'il y a quand même un pillage absolument monstrueux de toutes les données qui sont sur le net en bilingue. Les ouvrages sont numérisés sans l'accord et la fameuse option d'opt-out est tout à fait impossible à mettre en œuvre d'une façon pratique. Et les rapports de force, on voit bien les rapports de force entre les grands acteurs de l'économie numérique et les États ne sont vraiment pas en faveur des États. Par ailleurs, il y a des collusions d'intérêts, comme on le sait, comme ça s'est organisé en France autour de l'Israël et qui ont fait que le gouvernement français a torpillé une loi européenne qui devrait encadrer ça pour favoriser son champion. Donc on est dans un contexte qui est très défavorable. Bon, c'est une question effectivement qui est en débat. Je vais enchaîner sur une autre question. En fait, je suis aidé par une question du public. Je la pose là. Il me semble que certains éditeurs laissent plus de place que d'autres à leurs traducteurs. Leurs noms apparaissent parfois sur la couverture des livres, souvent. Existe-t-il un cadre légal pour ça? Est-ce un combat pour vous? Je suppose, est-ce qu'il y a une obligation? Ce serait bien qu'il y en ait une. Ce qui m'a fait enchaîner sur la question suivante, en fait, quelle visibilité existe-t-il aujourd'hui pour les traducteurs et traductrices? Là, on a vu sur la question de l'IA qu'il y avait bien sûr des problématiques, mais en tout cas, moi, je l'oriente un peu, mais j'ai l'impression qu'on voit un peu plus les traducteurs et traductrices depuis quelques années. J'ai l'impression. Est-ce que... Faut se méfier de ces impressions. Non, ça veut dire que finalement, on travaille. C'est notre travail de leur donner de la visibilité. Oui. Merci pour ce constat. Et merci pour la question du traducteur. Oui, c'est quelque chose qui est un point particulier de la question de la visibilité, mais qui a toute son importance. Parmi les clichés sur les traducteurs et les traductrices, il y a aussi celui qui est toujours vivace, qu'ils seraient des travailleurs de l'ombre par nature et par choix. Certains, oui, s'accommodent de l'ombre, mais d'autres adorent la lumière. Il y en a qu'on voit. C'est très bien. Et qui est aussi vrai dans la population générale, c'est qu'il y a les deux. En tout cas, c'est un cliché qui permet le travailleur de l'ombre de bien fragiliser les traducteurs
de retirer un pouvoir de négociation. Et c'est pourquoi les associations comme la nôtre font un travail de mise en lumière. C'est aussi pour leur donner un peu plus de poids et d'assises économiques. Donc, c'est pas pour rien que les revendications historiques de la TLF depuis des années, c'est de faire figurer le nom du traducteur en couverture, une des revendications, et elle est reprise d'ailleurs par un rapport européen qui a fait date, qui est très complet, très important, qui s'appelle les traducteurs en couverture, Translators on the Cover, un rapport sur multilinguisme et traduction. Je peux en donner la référence, hein, je pourrais mettre, voilà, je vais mettre ça dans le chat. Oui, d'accord. Voilà, si certains veulent creuser le sujet. Voilà, c'est une image qui est partie, je ne sais pas si... Ce qu'on pourra faire, Yann, c'est qu'on pourra se la transmettre après, puis la remettre, on va trouver c'est la référence, on pourra la communiquer. Ok, en tout cas, c'est un rapport qui a été fait par un groupe d'experts européens qui est publié par la Commission et qui a pris ce titre-là, mais qui aborde plein d'autres problématiques professionnelles qui sont vraiment intéressantes. En tout cas, il y a donc un chapitre sur la visibilité et je tiens à dire, bien sûr, je pense que c'est une évidence pour les gens de la chaîne du livre, mais peut-être pas pour tout le monde, et ça mérite d'être rappelé que le statut juridique du traducteur, c'est celui d'être un auteur, que sa rémunération se fait selon un contrat proportionnel, que donc normalement il participe au succès d'un ouvrage. Bon, la réalité économique, c'est autre chose, hein, c'est qu'en général, j'ai vu les pourcentages de droits baisser au fil des ans parce que Cela dit, pardon, je crois que le CNL fait un effort là depuis quelques temps. Alors, il fait un effort sur le taux minimum. Ça, mais ce que j'ai vu baisser, c'est que mon premier contrat de traduction, moi, j'avais 4%. Et donc, l'épuisement de la valoir. C'est deux. Ah oui, c'est deux, oui, les deux, c'est deux, c'est quand c'est pro, oui, d'accord. Voilà. Et mon premier contrat, on faisait 90, c'était là. Donc, la perspective de toucher de l'argent au-delà de tant d'exemplaires, avant, c'était peut-être, je sais pas, 20, 30 000, et puis là, c'est inatteignable la plupart du temps. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, oui, je disais ça par rapport au contrat proportionnel, ce qui reste très théorique, mais c'est un cadre théorique important. Et vous voyez, par exemple, c'était il y a 1 an, je crois, ou 6 mois, 1 an, enfin, j'ai plus, le Livre Hebdo, le magazine de la profession, ça fait un gros dossier sur les traducteurs et traductrices d'aujourd'hui. Donc, ça faisait longtemps, de mémoire de libraire, de responsable pédagogique de l'école, que c'était arrivé, ça. On est un vrai dossier, comme ça. En tout cas, justement, le travail que font les libraires, c'est un travail que nous, on a essayé de nous rapprocher des libraires déjà à travers une manifestation qui s'appelait le Printemps de la traduction, sous-titré Les traducteurs par deux lecteurs. Et on a essayé d'organiser comme ça à Paris et en région Île-de-France des rencontres en librairie portées par les traducteurs en tant que premier lecteur, le plus aiguisé, le plus amoureux peut-être aussi du texte qu'il a traduit. Et ça a rencontré dans certaines librairies un certain succès. C'est une formule qui, pour nous, était très intéressante parce que, voilà, moi, je trouve que le travail interprofessionnel est quelque chose qui, quand on fait un travail de niche comme ça, comme l'est devenue la littérature étrangère, est vraiment la meilleure façon d'avancer, de travailler main dans la main avec les libraires, les éditeurs et les traducteurs, les auteurs. J'ai une question technique, alors je vais essayer de la lire, de bien l'interpréter. Les 2% de droits d'auteur sur le livre traduit, vous dites que c'est bien, en plus des honoraires de traduction calculés au feuillet, ou on déduit de ces 2% les honoraires de traduction? Mais, alors je dis que c'est bien aujourd'hui dans le contexte. Enfin, je veux dire que quand on a... plus personne ne donne plus que ça aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire en disant c'est bien. En absolu, c'est pas bien. C'est en fait, le contrat stipule qu'on a droit à 2%. Il y a le système d'avaloir qui dit que voilà, on est payé, mettons, tant au feuillet. Alors 23 € aujourd'hui, le tarif préconisé par le CNL, 23,50 € pardon.
Et, euh, et donc, mettons qu'on a 10 000 euros d'avaloir, et tant que ces 2% ne représentent pas 10 000 euros, on ne touche rien. Si les ventes, si c'est un grand succès, et que l'avaloir est épuisé, on commence à toucher les 2%. Dans un contexte en plus, mais là c'est peut-être une autre question, mais je la lance un petit peu parce qu'il faudra qu'elle nous habite aussi, c'est que dans un contexte où de façon structurelle, la littérature étrangère, on multiplie les découvertes, mais il y a une certaine baisse des ventes sur certains secteurs. Donc c'est vrai que pour les traducteurs, avant d'atteindre les fameux seuils qui leur permettent d'être rémunérés en plus de leurs honoraires, hein, pour reprendre la question, vraiment vendre un best-seller, quoi. C'est vraiment gros best-seller, c'est voilà. ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la part du public? Si on a encore un peu de temps, si vous profitez-en et prenez le temps de la rédiger, on est là pour ça. Alors, sinon, par rapport à ces questions de marché, je peux rajouter aussi que bon, j'ai regardé un peu les chiffres 23, que effectivement pour la littérature étrangère, c'est des choses que les libraires savent mieux que moi, hein, mais on peut rappeler quand même que par rapport à la répartition linguistique des traductions, pour l'ensemble des livres traduits, c'est 60% pour l'anglais, et pour la littérature, c'est plutôt 75%, et 77% pour la jeunesse. Donc voilà, effectivement, nous, aujourd'hui, qui nous occupons du reste du monde par rapport à l'anglais, on s'occupe de 25% du marché. On parle de deux gros dieux de TR et 3/4 à peu près. Alors, je vois pas de questions qui arrivent ici. Est-ce qu'il y aurait un autre point que vous voudriez aborder, Yann, par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Autrement, on peut tout à fait... Non, je trouve que par rapport à d'autres pays avec lesquels je suis en contact, la France propose, et les libraires français proposent quand même une offre aujourd'hui diversifiée à leur lectorat, et que c'est une très bonne chose. J'espère que tous ensemble, on ne baissera pas les bras et qu'on continuera à défendre ça, parce que la pression est forte, étant donné la difficulté aujourd'hui à continuer à faire ce travail de niche, mais je crois que c'est un travail qui a du sens. Et je pense qu'ensemble, on pourra toujours plus affiner l'accompagnement des livres. Et moi, je me souviens d'un dicton qui dit que sur Internet, on trouve tout ce qu'on cherche, mais qu'en librairie, on trouve ce qu'on ne cherche pas. Et ça aussi, ça fait partie des missions. C'est le projet de la loi Langue aussi. Hein. Justement, en parlant d'institutionnel, comment ça... Il y avait une autre question aussi du public, mais juste avant celle de la poser, c'est quoi le rôle du CNL, par exemple, pour vous? Parce qu'on en parle beaucoup, hein, sur le... Quel est son rôle? Comment il aide? Comment il relaie? Par comparaison, il y a dans la plupart des pays européens des officines de l'État, tout ça, qui sont dédiés à l'export de la littérature. Le CNL a cette particularité qui est relativement rare, de s'occuper à la fois des traducteurs pour l'export, mais aussi pour l'import. Donc il s'occupe de la littérature traduite. Ça, il y a une commission pour ça. C'est très précieux. Le CNL est un arbitre entre les acteurs du livre qui fixe une rémunération minimum au feuillet à ceux parmi les éditeurs qui veulent postuler à une aide. Les aides sont conditionnées au respect de ce taux au feuillet, qui est donc aujourd'hui un peu plus de 23 €. Ce rôle-là, il est absolument précieux parce que il y a des pays où il n'existe pas de régulation, et on a vu, malgré l'inflation des 10-15 dernières années, je peux citer l'Espagne, les prix s'effondrer. C'est-à-dire qu'à force de tirer sur la bête, eh bien les traducteurs espagnols traduisent à une vitesse absolument spectaculaire, mais la qualité s'en ressent aussi. Ça dépasse l'équilibre humain, quoi. Parce que le taux est tombé à quelque chose comme 12 € feuillet, quoi. Il y a à peu près 10 fois moins qu'en France. Et le CNL a des commissions constituées de professionnels. Les commissions constituées de professionnels. Il y avait une question aussi qui était liée au CNL sur les 23 € du feuillet, mais la question était: l'anglais est-il au même niveau de rémunération qu'une langue plus rare européenne? Alors,
Il y a deux types de grilles pour ça. Je crois que pour le CNL, oui, c'est le même niveau pour toutes les langues, il me semble, hein, je ne suis pas sûr. En tout cas, moi, je me réfère volontiers à une grille de rémunération conseillée et constatée à partir des retours des adhérents par la TLF, et qui, elle, distingue effectivement des tarifs selon les langues, le chinois étant évidemment plus rémunéré au feuillet que le mandarin. Très bien. Mais in fine, beaucoup moins rentable pour le traducteur chinois qui passe quand même un temps considérable à recréer une langue où ne serait-ce que les cours personnels, les temps, tout ça, et ne donné que par le contexte. Et donc on est dans un travail, j'ai coutume de dire que c'est un autre travail que celui du traducteur de l'italien. Oui. Pas pour les hiérarchiser, mais par proximité. Tout simplement, voilà. oui. Et de proximité de langue, oui. Ah, je vois une question. Je vois une question qui est en train de s'écrire. Hein. Je prends le temps de laisser Lauriane l'écrire. D'après le communiqué de presse du CNL, toutes les langues, pareil, pour la rémunération. OK. Voilà, quelqu'un est allé voir sur le site, merci, merci beaucoup. Eh ben, je ne sais pas, on va peut-être, on arrive au terme de ce webinaire. Ben, merci beaucoup. On est déjà en 1 heure, on a déjà soulevé des questions philosophiques, des questions techniques, des questions du marché du livre. Donc c'est large, et d'entrer dans le texte, parce que je crois que c'est tous notre envie, notre désir, on se part pour ça. Par le biais de la traduction, moi, à titre personnel, je pense, enfin, au nom de l'école, hein, je peux le dire, on est vraiment très heureux et vraiment remercier votre participation, ce partenariat, qu'on ait pu se rencontrer sur ce projet que je trouve très beau à titre personnel. Voilà. D'ailleurs, je vous laisse conclure peut-être. Merci à tous. Ouais, mais moi aussi, je suis très heureux et très curieux de rencontrer parmi vous qui apparaîtront physiquement à la Maison Alfort le 2 et 3 juillet 2025. Je serai vraiment très heureux d'échanger avec vous à cette occasion. Et je peux d'ores et déjà dire qu'on a, sur l'ensemble du cycle jusqu'au mois de juin, déjà un nombre d'inscrits, de préinscrits très grand. Il y a un intérêt qui est réel, donc ça nous galvanise. C'est parfait, moi aussi je suis galvanisé. Bon, à bientôt, Yann. Au revoir.